rose blonde, léger manteau de chrome sur des épaules frêles, ô rose blonde, femelle plus forte que les mâles, fleur hypocrite, fleur du silence. Rose toute blanche, innocente et couleur de lait, rose toute blanche, tant de candeur nous épouvante, fleur hypocrite, fleur du silence. Rose marbrée, rose et rouge, fondante et mûre, rose marbrée, tu montres encore volontiers le revers de tes pétales dans la plus stricte intimité, fleur hypocrite, fleur du silence. Rose couleur du soir, demi-morte d'ennui, fumée crépusculaire, rose couleur du soir, tu meurs d'amour en baisant tes mains lasses, fleur hypocrite, fleur du silence. Rose brune, couleur des mornes acajou, rose brune, plaisir permis, sagesse, prudence et prévoyance. Tu nous regardes avec des yeux rogues, fleur hypocrite, fleur du silence. Rose, rouge et noire, rose insolente et secrète, rose rouge et noire, ton insolence et ton rouge ont pâli parmi les compromis qu'invente la vertu. Fleur hypocrite, fleur du silence. Une vie, une œuvre. Aujourd'hui, Rémy de Gourmont. Une émission de Claude Métra. Il faut tuer beaucoup d'amour pour arriver à l'amour. Ainsi se clôt la lettre première adressée à celle qu'il nomme l'Amazone par Rémy de Gourmont, et l'existence de cet écrivain si obstinément attaché à la vie et à sa lumière ne semble pas avoir d'autre souci que de faire pénétrer l'amour au plus intime de l'être. C'est un long voyage au cours duquel bien des épreuves exposent le cœur à l'usure, à la désespérance ou à l'oubli. Ceux qui sont familiers de la peinture de Gustave Moreau ne peuvent guère chasser de leur mémoire ces visages ou ces corps énigmatiques dont on ne sait s'ils cherchent l'amour ou s'ils sont là simplement afin de donner à qui les contemple l'image équivoque de la passion, de ses abîmes, de ses périls et de ses enchantements. Et c'est à eux que je pense en évoquant Rémy de Gourmont. C'est une étrange époque que celle où s'écoule la vie tragique de cet écrivain. Un entre-deux-guerres qui ne ressemble guère à celui qui devait suivre après 1918, mais sans nul doute un des plus hauts moments de la civilisation française et comme un signe ultime de la plus vieille nation d'Occident à un monde en train de s'écrouler. Rémy de Gourmont naît en 1858 et meurt en 1915. Comme l'écrira l'Amazone, la vie la plus belle est celle que l'on passe à se créer soi-même. Et c'est ce que notre écrivain, à sa manière, passant par beaucoup de chemins de traverse, comme beaucoup d'êtres humains, va tenter. Une existence de reclus, frappé à 26 ans par une disgrâce qui va l'exiler du seul monde qui soit pour lui véritablement vivant, celui des femmes et de ce qu'elles portent de délire, de magie et de joie, il n'aura guère d'autre compagnie que la sienne. Et c'est dans cette solitude foisonnante qu'il va essayer de lire les étranges désirs et les folles et parfois meurtrières exaltations du cœur humain, ce cœur qui est créateur de toute passion. Il dira « Ceux que nous aimons ne sont pas pour nous ce que la vie les a fait. Ils sont nos créations, ils sont nous-mêmes, c'est notre pensée qui les anime, ce sont nos yeux qui les peignent et nos mains qui les sculptent.
On ne se trompe jamais en aimant, car on n'aime que l'œuvre de son désir. Et ce désir épouse toutes les contradictions du temps. Le catholicisme théâtral gardera toujours pour lui, comme pour Huysmans, une part de sa magie, un catholicisme fortement teinté d'érotisme, comme si la foi devait se nourrir de toute la richesse de la passion charnelle. Et c'est de là que naîtra ce livre si bouleversant qu'est le latin mystique, une vaste exploration des successifs regards jetés par les moines, les saints ou les marginaux de l'Église sur le message christique. Un catholicisme où la femme joue un rôle privilégié et où les dieux païens ne cessent de faire signe à la cohorte des vierges des cathédrales. Paganisme qui triomphera dans ce récit qui paraîtra en 1913 et qui s'appelle « Lettre d'un satyre », livre où Rémy de Gourmont évoque la survivance au cœur de la société policée dont l'Église règle les mœurs et les interdits, d'un être tout entier encore pris dans l'innocence et la splendeur de l'amour charnel. J'aimais depuis 2 jours et 2 nuits la belle jeune femme qui était venue à moi en criant « Fauno, Fauno ». Nous étions vers les heures du soir, le soleil brillait avec ardeur et ses rayons passant sous les pins illuminaient la terre, chaque brin d'herbe, chaque fleur. Mon amie dormait et pour la préserver des mouches bourdonnantes, car elle était nue, j'avais jeté sur elle sa grande écharpe déployée. Mais de temps en temps, ne pouvant résister à mon désir, tant elle était belle, je venais soulever un coin du voile et je la regardais dormir. À un certain moment, je m'aperçus avec frayeur que nous n'étions pas seuls. Un être nous épiait, caché dans les buissons. Je courus à l'ennemi, un homme se leva. Je me jetai sur lui, tout hérissé de jalousie, lorsqu'il me fit un signe à la fois impérieux et amical. « Comprends-tu la langue des hommes ?» me dit-il. « Alors sache que je ne viens pas te combattre. Je me promène en quête de belles choses. Je cherche la nature, et il me semble que je l'ai trouvée. Alors, je regarde. Es-tu une bête? Es-tu un dieu? Je suis un dieu. C'est donc vrai, murmura le jeune homme, qu'il existe de tels êtres. Et elle? Elle? C'est une femme, mais aussi belle que ma mère, qui était une déesse. Je suis né en Phrygie, au temps où les dieux étaient sur la terre aussi nombreux que les hommes. Laisse-moi faire ton portrait et celui de la femme divine qui repose à nos pieds. Il tirait de son pourpoint un carton et des crayons. Je consentais à sa fantaisie lorsque mon amie se réveilla. À demi soulevée sur son bras, elle disait « Seigneur Allegri, vous ne me trahirez pas, j'espère. Oh, c'est la Fosca, je ne te savais pas si belle, ténébreuse beauté. Et aujourd'hui lumineuse, n'est-ce pas? Mais détournez la tête un moment, car il serait malséant de laisser voir les mouvements de mon corps. Quand je dors, je suis un marbre, mais quand je remue, je suis une femme. Or, je veux m'habiller pour honorer votre présence et vous offrir les fruits de nos bois et l'eau de nos sources. Avez-vous donc fui à jamais les humains? Peut-être. Il n'y a que les dieux qui savent aimer, et j'ai trouvé un dieu. Merveilleuse aventure, dit Allegri. Mais si vous mettez une robe, 2 soleils vont donc se coucher à la même minute. Vous me verrez encore, si vous revenez ici, car mon Dieu n'est pas jaloux. Et comment le serait-il, lui qui surpasse les hommes en puissance, à peu près comme un chêne surpasse un lierre? J'eus un sourire qui me fit une bouche si large qu'Allegri reprit. C'est bien un faune. Il ressemble à celui que fit il n'y a pas longtemps le seigneur Buonarroti pour amuser notre saint Giulio. Pendant qu'Allegri traçait sur son carton une figure où je me reconnaissais, la Fosca s'était levée et, drapée dans son écharpe, elle s'éloignait. J'allai chercher de l'eau dans une corne de buffle, la Fosca réunit quelques fruits, des mûres, des pommes et des pignons, et nous fîmes une collation agréable. Allegri revint plusieurs fois les jours suivants.
Il dessinait sur des morceaux de carton avec des crayons de plusieurs couleurs. La Fosca, dès qu'il arrivait, s'étendait nue dans la pose que vous connaissez, et moi j'avais la bonté de rester là, tenant le voile que je venais d'enlever, et dans une attitude de désir qui n'était pas feinte. Cette comédie m'agaçait un peu, je trouvais les séances longues, et puis la Fosca avait des sourires trop heureux dans son sommeil simulé, son ventre et ses seins se soulevaient avec trop de complaisance. Une nuit que nous étions restés très tard à deviser et à rire, il avait apporté des confitures et un flacon de vin, le ciel pâlit légèrement. « Il est temps, dit alors Allegri en se levant. « Venez. Dans 1 heure, nous aurons gagné la masure solitaire où j'ai établi mon atelier. Mon tableau est fini, mais je voudrais au moins une fois le comparer à la réalité, car le souvenir de mes yeux a pu me tromper, quoiqu'ils soient des miroirs très fidèles. » Nous le suivîmes, l'œuvre était parfaite, la Fosca respirait vraiment, et moi j'étais vraiment beau avec mon air amoureux. Des peaux de bêtes attendaient la Fosca qui s'y étendit, dévêtue, et Allegri, comme avec fièvre, les yeux à la fois sur le modèle et sur le tableau, jeta sur son œuvre de rapides touches dont chacune, quel miracle, en augmentait le relief, l'éclat, la vie. À ce moment-là, c'était bien lui, le véritable Dieu. « J'entends les paysans !» cria-t-il tout à coup. « Sauve-toi, je te la ramènerai ce soir !» Je m'enfuis car je crains fort les fourches. Je n'ai jamais revu la Fosca. Sa perte ne me fut sensible que dans les premiers jours, car j'avais bien senti qu'elle m'aimait moins depuis qu'elle se livrait à l'admiration d'Allegri. Et d'ailleurs, j'en avais tiré tant de plaisir que la satiété approchait. À cet éclat solaire de l'état de nature, le catholicisme répond par le sacrifice et le confinement. Mais à l'intérieur même de cette prison où la chair gémit, la force du sang ne cesse de se manifester. Ça, d'après bien d'autres, l'avait montré, dans un univers où Dieu prend le masque de l'écrasement de l'être, le péché seul ouvre la voie de la libération et du bonheur. Mais c'est une voie semée de désordre, de souffrance et d'effroyable solitude. Alors, le cri du sang, la flamme de l'instinct sexuel qui sous-tend toute existence vivante, ce sont là les toiles de fond sur lesquelles s'ébauche malaisément le destin humain. Et dans son isolement, Gourmont cherche à saisir ce point unique, ce lieu de l'âme, d'où il puisse contempler sa propre vie se faire et se défaire selon son exigence profonde, qui est, comme celle du satyre, liberté absolue, abandon volontaire à l'invisible respiration du monde. Ce qu'il exprimera subtilement dans un texte magnifique sur Mallarmé. Il dira « L'œuvre de Mallarmé est le plus merveilleux prétexte à rêverie qui ait encore été offert aux hommes fatigués de tant d'affirmations lourdes et inutiles. Une poésie pleine de doutes, de nuances changeantes et de parfums ambigus, c'est peut-être la seule où nous puissions désormais nous plaire. Alors entrons maintenant avec Jean-Claude Simoën dans les trajets de cette existence. Bien, Jean-Claude Simoën, il faut commencer peut-être par évoquer les grandes étapes, les grands moments de cette existence de Rémy de Gourmont. Il naît au château de la Motte, à Bazoches-en-Oulme, très précisément dans l'Orne, le 4 avril 1858. Vous voyez, je suis précis. Il est d'ailleurs le digne descendant d'une famille de Hobro, de gentilshommes, et qui remonte, c'est déjà le premier saut, à des maîtres imprimeurs du XVIe siècle. Oui, il a déjà à voir avec la littérature dans son ascendant. Disons qu'il a un environnement culturel qui va peut-être l'imprégner. On est peut-être en droit de le supposer. Et puis, il fait des études primaires, secondaires, plutôt brillantes, au lycée de Coutances. Et puis, il suit une carrière un petit peu tracée, j'imagine, par la marque familiale. Donc, il va faire des études de droit à la faculté de Caen, sans histoire.
parcours presque classique pour un jeune étudiant, disons, un petit peu doué, mais pas plus doué que les autres. D'après les quelques éléments que nous avons quand même sur son enfance ou son adolescence, on voit un garçon qui très tôt est comme rongé par le livre. Ah, tout à fait, il est habité par l'écrit, par la puissance du verbe. Oui, d'ailleurs, c'est très curieux parce que on a l'impression d'un mouvement de vie qu'on pourrait opposer de manière un peu symbolique à celui d'un homme comme Rimbaud, si vous voulez, qui s'en va vers le plein air, vers le large, pour fuir au contraire tout ce qui pourrait être marque de la civilisation, alors que Rémy de Gourmont s'attache très tôt au livre. C'est un enfant passionné par les caractères. Il va s'isoler comme ça pour parcourir la bibliothèque de son père, puis ensuite la bibliothèque de son collège. Et étrangement, la maladie qui va l'affliger à 26 ans va au fond être la marque de cet isolement dans le livre. Vous l'avez laissé là, ses études. Il va à Caen en 1876, il arrive à Paris en 1877, et puis en 1881, il arrive à la Bibliothèque nationale. Et au fond, c'est l'archipel auquel il est naturellement appelé. C'est-à-dire que c'est la continuité. Il passe de la bibliothèque familiale à la bibliothèque de son collège et de la bibliothèque de son collège tout naturellement à la Bibliothèque nationale. Comme un parcours complémentaire, comme quelque chose qui était tracé. C'est l'ordre presque naturel de son existence. C'est-à-dire, il quitte un livre pour en retrouver un autre et encore un autre. Il passe de bibliothèque en bibliothèque, de culture en culture. Et il n'y a pas de rupture. Il était presque normal qu'il entra à la Bibliothèque nationale. Et il va y faire d'ailleurs un travail en tant que bibliothécaire tout à fait exceptionnel. Il va nous laisser des bibliographies, des travaux préliminaires, des notes critiques. Et déjà là, il est complètement habité, bien sûr, par la qualité de la phrase, par la beauté de la grammaire. Il devient donc un puriste, mais on en parlera tout à l'heure, il ne devient pas un puriste caricatural, c'est-à-dire qu'il ne va pas devenir un précieux ridicule, au contraire, il va toute sa vie essayer de prendre de la distance, d'entretenir une certaine forme de dérision vis-à-vis des autres et vis-à-vis de lui-même d'abord. Il va essayer de traquer l'hypocrisie et la cuistrerie pour prendre un petit peu, disons, de hauteur et donc entretenir, aller à l'essentiel, voilà. Il y a quand même une ombre capitale qui pèse sur toute cette génération, c'est celle de Baudelaire. Oui, bien sûr, parce que c'est un avant et un après, donc c'est un point de rupture total. Même si elle n'est pas toujours avouée, d'ailleurs. Non, mais chez Rémy de Gourmont, c'est quelque chose de tout à fait évident. Encore que, quand on lit le livre des Masques, on s'aperçoit que la façon dont il parle de Rimbaud, il est un peu gêné. Il reconnaît la modernité, la qualité, la place importante du poète, mais il garde ses distances. C'est un Rémy de Gourmont, là, un petit peu timoré par rapport à sa découverte de Lautréamont, par exemple. Alors, il va poursuivre à la Bibliothèque nationale ce travail de fonctionnaire consciencieux, mais les émoluments de la Bibliothèque nationale sont faibles et il se consacre, et je crois que pour lui, ça sera un apprentissage absolument essentiel, à des travaux d'édition, à des livres pour la jeunesse. J'en ai retrouvé un dernièrement qui est son adaptation de récits anciens de voyage chez les Lapons. Et ça va être une période de formation très intéressante qui va aussi le mettre en contact avec un certain nombre d'écrivains importants et il va constituer des lieux de rassemblement où les artistes, les poètes vont se retrouver. Alors tout à fait, et c'est ce travail, ce bain de littérature, mais également, non pas uniquement d'écrivains, mais de moralistes, de philosophes, de scientifiques, parce que c'est pas un homme qui va s'enfermer dans un genre. Au contraire, il a une ouverture à 360 degrés, d'abord parce qu'il est un homme curieux, parce qu'il est ouvert sur le monde, et il le prouvera d'ailleurs toute sa vie, quoique individualiste, et c'est peut-être un de ses plus grands mérites. Si par la suite on l'a un peu appelé, si vous voulez, le Sainte-Beuve de la modernité, je crois que c'est un titre qu'il méritait parfaitement, parce qu'il s'intéressait à la vie de son temps, et Dieu sait si elle était riche, Dieu sait si elle était conflictuelle, Dieu sait si les oppositions étaient fermes. Et donc ce personnage va à la fois être un poète plutôt excellent, un romancier que je qualifierais de médiocre pour ses premières tentatives, et surtout un formidable critique littéraire, voire un observateur philosophique et un petit peu moralisant.
mais moralisant au sens complet du terme, c'est-à-dire posant une véritable réflexion sur les idées de son temps. Alors il semble que toutes ces lectures, aussi la longue rêverie qu'il poursuit en lui-même, l'aient amené, comme beaucoup d'adolescents d'ailleurs et de jeunes gens à cette époque, à une certaine idée de l'amour, et que cet amour va trouver une incarnation dans la rencontre avec Berthe Courrière, qui se fera appeler Berthe de Courrière, qui est une femme assez connue à l'époque et qui joue un assez grand rôle dans les milieux littéraires et même dans les milieux mondains, qu'elle va au fond révéler Gourmont et à l'amour et à lui-même, mais qu'ensuite arrive cette sorte de calamité, de fatalité très étrange, qui est le lupus tuberculeux qui va le ronger, l'isoler complètement du monde. Et ce qu'il y a de singulier dans cette irruption de la maladie, ou plutôt de la fatalité physique, c'est que c'est comme une résurgence de ce monde médiéval sur lequel Rémy de Gourmont avait jeté un regard tout à fait singulier quand il publiera son livre sur le latin mystique. Alors vous avez parfaitement raison, parce que ce lupus facial qui le ronge et qui est quelque chose de terrible, parce que quand cette maladie épouvantable lui tombe dessus, il a 26 ans, c'est-à-dire que c'est un tout jeune homme. Il est en pleine possession de tous ses moyens, physiques et intellectuels, et il devient presque un ermite moyenâgeux, le visage boursouflé. Il ne peut plus se montrer. Il est un monstre, il est épouvantable. Et il en est d'autant plus conscient que, évidemment, il va se retirer du monde. Il va se replier sur lui-même. Et ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est que cela va lui donner encore beaucoup plus d'acuité critique. C'est-à-dire que, au lieu de se ronger et de rejeter l'univers, eh bien, il va s'ouvrir, lui. Il va s'épanouir, et il va s'épanouir, bien sûr, aux idées. Et il va poser sa réflexion sur le monde qui l'entoure, sur ses contemporains. Et l'œuvre qu'il a laissée nous montre toute la qualité de l'observation en question. Oui, parce qu'il y a là quelque chose de tout à fait bouleversant. Il va insérer son propre mal, son propre isolement, dans une lecture finalement très ouverte et très cosmique, et de la création et de la littérature. Tout à fait. Et les deux livres dont nous allons parler sont l'illustration parfaite de tout ce parcours que l'on pourrait d'ailleurs qualifier d'initiatique. À la fois le livre des masques, qui est quand même la référence absolue pour ce grand mouvement symboliste auquel il s'est attaché, et à la fois Physique de l'amour, qui est un livre d'une étonnante modernité, à une époque où la cuistrerie, la pignoufferie et l'hypocrisie des contemporains sont encore monstrueusement empreints de darwinisme, disons, galopant. On peut avoir aimé la vie, en avoir même éprouvé toutes les joies, et n'en garder aux lèvres qu'un goût de verjus et d'amertume. Terrible contradiction qui fait douter de la joie même, de l'amour et de toutes les vérités naturelles, et qui remplit le cœur de rancune. C'est que les plaisirs ne laissent pas de traces directes sur la plage que bat sans cesse le tumulte de notre vie quotidienne. On se souvient qu'il s'est passé en nous quelque chose d'heureux, mais le souvenir est incapable d'une reviviscence précise. Des années après, et moins encore, le tempo felice n'est plus qu'une fumée qui fait des dessins dans l'air, et cela inquiète. Mais combien plus lourde serait cette inquiétude si nous n'avions pas usé de toutes les facultés de plaisir mises en nous par la nature. C'est une grande paix pour la conscience de n'avoir négligé aucune des recherches en cet ordre et d'avoir toujours répondu avec bonne volonté aux invitations de la destinée. Et puis, jusqu'à l'avant-dernière heure, il nous reste la ressource de croire que nous allons enfin rencontrer l'émotion qui ne meurt pas et dont nous emporterons le frisson dans le néant bienheureux. Comme j'aime cette expression surannée, décolorée ainsi qu'une vieille écharpe de soie, vider la coupe des plaisirs. Qu'on l'ait vidée d'un trait ou qu'on l'ait vidée goutte à goutte, elle est vidée. Et quand on la presse sur ses lèvres, il n'en coule plus rien, sans doute. Mais quelle est la triste folie qui voudrait nous persuader qu'à n'avoir rien bu, nous serions mieux désaltérés? Douce amie qui m'écoutez, je n'ai jamais pu me résoudre à mépriser un plaisir, quelle que fût sa nature, et c'est pourquoi j'ai écrit ceci sans nulle hypocrisie.
Je connais la vanité de tout, mais je sais aussi que ce qui est ou ce qui fut est moins vain que ce qui n'exista jamais. Puisque notre vie est bornée, puisque nous en connaissons à peu près le terme, puisque nous ne sommes pas des enfants qu'on dupe avec des mots, n'ayons honte ni de notre humanité, ni de ses merveilleuses faiblesses. Comme je n'oublie rien de ce que vous dites, je me souviendrai toujours qu'ayant fait je ne sais quelle allusion à ces gens qui veulent paraître au-dessus des faiblesses humaines, vous me corrigeâtes au-dessous. La place d'un bel être humain est à leur niveau exactement. C'est la gloire des hommes de les avoir multipliés à l'infini. Non, pas encore à l'infini, hélas. La France s'est déjà séparée en deux. Elle est séparée en deux grands blocs. Le premier, évidemment, appelons-le le bloc de la réaction, c'est-à-dire la royauté qui s'estime pas encore définitivement vaincue et qui voudrait reconquérir le pouvoir, et la République qui, évidemment, par voie de conséquence, relation de cause à effet direct, est encore très fragile sur ses assises. Il y a d'ailleurs un mot absolument formidable d'un des personnages cultivés de cette époque, mais un petit peu guignolesque, qui est le duc d'Aumale. On lui dit « Mais la France est bleue, monseigneur », et il répond avec beaucoup d'humour et d'esprit « Oui, oui, je sais, j'ai l'habitude », et quand on lui montre le drapeau blanc, elle voit rouge. Et c'est dans ce climat très conflictuel que Rémy de Gourmont publie ce libelle, ce pamphlet, car il a un réel talent polémiste, qui s'appelle « Le joujou patriotisme ». Et évidemment, c'est terrible, comme il le dit lui-même, ce qu'il y a de terrible quand on recherche la vérité, c'est qu'on la trouve. Alors, évidemment, il a ses détracteurs, particulièrement un monsieur qui est déjà, lui, très célèbre à l'époque et qui est Maurice Barrès. Et Maurice Barrès n'y va pas avec le dos de la plume parce que c'est une époque où, effectivement, il n'y a pas de demi-mesure. C'est une époque qui engendre de grands talents polémistes. Oui, c'est Drubon, c'est Léon Blois et beaucoup d'autres. Oui, c'est Laurent Taillade, etc. À la suite de la publication de son article, on va le forcer à démissionner de la Bibliothèque nationale, car déjà à l'époque, et malgré toutes les libertés, et malgré, disons, entre les années 1880 et 1914, le grand souffle défoulatoire de liberté reconquise qui déferle sur la France et qui d'ailleurs va être un formidable âge d'or pour les intellectuels, eh bien malgré tout cela, on ne plaisante déjà pas. Et on ne plaisante toujours pas avec la haute administration. Alors, on ne le met pas à la porte, on ne le révoque pas, mais on l'oblige à démissionner de la Bibliothèque nationale. Et ça va être terrible pour lui. Alors cet article sur le joujou patriotisme paraît dans le Mercure de France, qui a été fondé peu avant, en 1890, et je crois que pour les lettres françaises, c'est une date capitale que cette fondation du Mercure. Ah oui, elle est d'autant plus très importante, c'est que toute la vie littéraire de cette fin du XIXe siècle, et Dieu sait si elle est riche, abrite et engendre une floraison de petites revues littéraires. Et deux d'entre elles vont être à l'origine de deux des grandes maisons d'édition du XXe siècle, le Mercure de France, que vous citiez, et la Nouvelle Revue Française. Et cette création du Mercure de France va être d'autant plus importante pour Rémy de Gourmont, c'est que dès l'année suivante, il va en devenir le critique officiel, le grand critique, c'est-à-dire le grand Rémy de Gourmont. Et c'est très intéressant de voir un peu, je crois que c'est presque le passage obligé entre 1881 et 1914, la France vit en pleine effervescence, créatrice j'entends. Et dans la foultitude de toutes les revues littéraires, et Dieu sait s'il y en a eu, je pense entre autres bien sûr à Alfred Jarry, à l'imagier, célèbre imagier, auquel d'ailleurs va collaborer Rémy de Gourmont, eh bien le climat et les lecteurs vont entretenir une créativité qui nous fait rêver maintenant. Et Rémy de Gourmont va là trouver une place de choix. Il n'est pas le seul d'ailleurs, il est entouré par des gens tout à fait prestigieux. Anatole France est le grand critique littéraire du temps, le jeune Léon Blum est le critique attitré de la Revue Blanche des frères Natanson, Jules Huret est le grand critique littéraire du Figaro. Je veux dire que ce sont des noms qui sont d'autant plus prestigieux qu'ils sonnent agréablement à nos oreilles quand on relit la qualité de leurs chroniques et de leurs critiques, qu'on est en droit de rêver un petit peu quand on regarde celles qui nous entourent présentement. Don Juan prit des regards, tous les regards, les doux, les impérieux, les dociles, les étonnés, les compatissants, les envieux, les fiers, les fins,
les dévorants, les foudroyants et beaucoup d'autres, parmi lesquels le chapelet comptait grain à grain des regards fascinateurs. Mais le plus beau regard que prit Don Juan, rubis entre les coraux, saphir entre les turquoises, ce fut le regard de bête traquée que lui légua, mourante d'amour et de désespoir, une fille qu'il avait violée. Ce regard était si touchant que nul n'y résistait, pas même la plus farouche, et que les vœux éternels fondaient à sa lueur comme un péché sous un rayon de grâce. Don Juan fit encore une plus admirable conquête, celle d'une âme ingénue et fière, tendre et hautaine, d'une séductrice douceur et d'une séductrice violence, et une âme qui ne se connaissait pas, une âme pleine d'instinctifs désirs, une âme délicieusement naïve. Il s'était approché, paré de toutes ses séductions, le geste douloureux atténué par un peu d'ironie dans l'œil et un peu de joie sur les lèvres, sa démarche lente de créature trop aimée se corrigeait par un fier redressement de tête, et le premier long soupir brisé qui sortit de sa poitrine fut accompagné d'un frappement de pied subtilement impatient, comme pour dire « Vous m'avez blessé le cœur, je ne puis m'empêcher de vous aimer, mais j'en éprouve de la colère. » Ensuite, il fit le regard de la bête traquée. Ensuite, il joua à regarder son petit doigt. Après quelques silences, il susurra amoureusement « Il fait beau ce soir. » Et tout de suite la jeune femme répondit « C'est mon âme que vous me demandez, Don Juan. Eh bien, prenez-la, je vous la donne. » Don Juan accepta l'âme délicieusement naïve et si féminine que la soudaine amoureuse lui offrait avec sa peau, ses cheveux, ses dents, toutes ses beautés, le parfum de tous ses arcanes. Et, ayant joui de la soudaine amoureuse, il s'éloigna. De l'âme, il se fit un candide et invincible manteau où il se drapait ainsi qu'en des plis de velours blanc. Et orné d'une telle âme, plus triomphant qu'un tueur de morts, plus adoré qu'un pèlerin de Saint-Jacques ou qu'un revenant de Palestine, il poussa ses conquêtes jusqu'au nombre de 1003. Cependant, Don Juan se fanait. La sève épanouie en luxuriante force retomba en pluie de feuilles sèches, et toujours aussi grand, l'arbre n'était plus qu'une ombre. Des tardives fleurs, Don Juan donna le dernier grain de pollen. Tant qu'il eut dans le sang une goutte de semence, il aima. Puis, ne pouvant plus aimer, il se coucha et attendit celle qui devait venir, la seule qu'il n'eût pas encore captée. Et quand elle arriva, Don Juan, pour la capter, lui offrit tout ce qui plaît, tout ce qu'il avait pris à celle qui plaise. « Je te donne la séduction, » dit Don Juan. « À toi la laide, mes gestes, mes regards, mes sourires, mes voix diverses, tout, et même mon manteau qui est une âme. Prends et va-t'en. Je veux revivre ma vie par le souvenir, car je sais maintenant que la véritable vie, c'est le souvenir. » Revis ta vie, dit la mort. Je reviendrai. La mort disparut, et les simulacres se levèrent du milieu de l'ombre. C'étaient de jeunes et belles femmes, toutes nues et toutes muettes, inquiètes comme des êtres à qui il manque quelque chose. Elles se tenaient en spirale autour de Don Juan, et pendant que la première lui mettait la main sur la poitrine, la dernière était si loin dans les espaces qu'elle se confondait avec les étoiles. Celle qui lui mettait la main sur la poitrine lui arracha le geste de comprimer l'émotion d'un cœur absent. Une autre lui reprit l'ironique sillement de ses blanches paupières. Une autre lui reprit la grâce de contempler l'ongle de son petit doigt. Une autre lui reprit l'impatience de ses pieds. Une autre lui reprit le complexe sourire qui donne la satisfaction avant et le désir après. Une autre lui reprit le sourire où, comme dans une alcôve,
s'étendent des pâmoisons. Une autre lui reprit son soupir d'oiseau peureux. Et il fut encore dépouillé de sa lente démarche d'être qu'on aime trop, et de sa façon amoureuse de dire « il pleut » comme s'il pleuvait des anges, et du chapelet compté grain à grain de ses regards. Les impérieux comme les étonnés, les dociles et les fascinateurs lui furent repris. Et la douce violée vint à son tour lui reprendre son regard de bête traquée par l'amour et par le désespoir. Une autre, enfin, lui reprit son âme, l'âme délicieusement naïve dont il s'était fait un manteau de velours blanc. Et il ne resta de Don Juan qu'un fantôme inane, qu'un riche sans argent, qu'un voleur sans bras, une morne larve humaine réduite à la vérité, disant son secret. Alors, l'ensemble de ces articles publiés dans le Mercure ou dans d'autres revues vont être rassemblés dans le livre des masques dont vous venez de publier le premier volume. Peut-être faut-il s'interroger sur le titre lui-même. Pourquoi le livre des masques? Alors, parce que la majorité des écrivains célébrés et découverts à travers des portraits d'une grande subtilité par Rémy de Gourmont sont, à quelques très rares exceptions près, des inconnus. Donc, il va faire tomber les masques. Il va être là, lui, Rémy de Gourmont, lecteur privilégié, le découvreur de talents futurs. Et c'est la raison pour laquelle il veut, en quelque sorte, les mettre au grand jour, les faire connaître à un public, en disant, eh bien, écoutez, voilà, moi, Rémy de Gourmont, sans aucune prétention, je crois que les gens que je mets en scène, dont j'abats les masques, vont certainement inscrire leur nom au firmament de la littérature. Il me semble que ce sont les futurs grands écrivains. Et je précise tout de suite, dans une absence totale de prétention, quelle qu'elle soit. Et comme il est en rupture fondamentale, parce que c'est l'architecture même, la démonstration, la clé de voûte de ce livre des masques, il est en rupture, disais-je, avec le naturalisme qu'il combat avec beaucoup de, à la fois virtuosité, de pugnacité et d'esprit polémiste. On le retrouve là une fois de plus. Je veux dire qu'il n'est pas très gentil avec Zola, mais c'est vrai que les prises de position de Zola lui hérissent le poil de l'esprit. Donc, toute la démonstration de ce livre des masques est de mettre en scène des gens qui vont être effectivement très très importants. Concernant Lautréamont, dont il va être d'ailleurs le découvreur, bien avant, forcément, chronologiquement, les surréalistes, et je crois que beaucoup plus qu'André Breton, c'est d'abord à Rémy de Gourmont que l'on doit de connaître peut-être un peu mieux, pour ne pas dire complètement, l'œuvre de Lautréamont. C'était un jeune homme d'une originalité furieuse et inattendue, un génie malade et même franchement un génie fou. Les imbéciles deviennent fous, et dans leur folie, l'imbécilité demeure croupissante ou agitée. Dans la folie d'un homme de génie, il reste souvent du génie. La forme de l'intelligence a été atteinte et non sa qualité. Le fruit s'est écrasé en tombant, mais il a gardé tout son parfum et toute la saveur de sa pulpe à peine trop mûre. Alors, il y a un élément particulièrement important dans cette critique, c'est au fond sa lecture de Gide, parce que sa lecture de Gide va ouvrir aussi sur des paysages qui rendent encore plus complètement compte du moteur profond de l'œuvre de Rémy de Gourmont. Alors, il faut préciser qu'effectivement, en 1891, paraît Les Cahiers d'André Walter, œuvre anonyme, et l'œuvre d'André Gide ne possède en tout et pour tout que 3 ou 4 ouvrages.
Et donc, il n'est pas du tout connu. Il n'est pas du tout connu de la critique, et par voie de conséquence, a fortiori, du public. Et néanmoins, c'est là tout le talent supplémentaire de Gourmont, qui est à l'affût de tout ce qui se prépare. Il fait partie immédiatement du premier livre des Masques. Et il parle de Gide, il dit, voilà, c'est un esprit romanesque et philosophique de la lignée de Goethe, une de ces années, lorsqu'il aura reconnu l'impuissance de la pensée sur la marche des choses, son inutilité sociale, le mépris qu'elle inspire à cet amas de corpuscules dénommé la société, l'indignation lui viendra. C'est quand même extraordinairement prémonitoire. Et Gide, curieusement, est courroucé, agacé par Rémy de Gourmont. Alors, on est en droit de se poser un certain nombre de questions, parce que est-ce que cet agacement n'est pas dû à la présence de Gourmont et à la puissance omniprésente, à la qualité d'esprit critique et à la place qu'il occupe pour Mercure de France, qui est un formidable rayonnement. Alors ça, je crois que c'est tout à fait possible. Et puis, il y a peut-être aussi une autre explication, plus souterraine, il me semble en tout cas, c'est que Rémy de Gourmont fait paraître quelques années plus tard Physique de l'amour, où il replace l'homme, un animal parmi les autres animaux. Et ça, Gide ne peut pas l'accepter. Je crois que la véritable opposition de Gide à Rémy de Gourmont est peut-être beaucoup plus due à la publication de Physique de l'amour qu'à la publication du Livre des Masques. Et curieusement, cette opposition qui va durer toute sa vie chez Gide, il poursuivra Rémy de Gourmont jusque dans son journal avec des jugements qui sont à la fois même pas caustiques, plutôt spécieux et terriblement sectaires. Gide n'est jamais revenu sur ses premiers jugements, il n'a fait au contraire que rejeter toute son existence Rémy de Gourmont. Et je pense que l'existence même du Mercure de France a peut-être engendré, mais c'est une opinion qui ne regarde que moi, la création de la Nouvelle Revue Française. C'est le protestantisme de Gide, dans une certaine manière, qui s'exprime par là. Je veux dire, la place privilégiée accordée par la tradition biblique à l'homme dans la création. Ah, tout à fait, et fondamentalement. Et c'est pourquoi il y a eu un tel phénomène de rejet à la publication de Physique de l'amour, qui est un livre, évidemment, d'abord d'une très grande modernité, d'une justesse de ton, et qui va secouer toutes les girouettes de l'époque. Les yeux ne sont pas toujours heureux. Ils pleurent afin d'être plus beaux et d'acquérir la grâce de la tristesse. Ils pleurent pour être consolés, mais il y en a qui ne peuvent pas pleurer et qui pourtant sont tristes, tristes comme la vie éternelle. Et ces yeux, ainsi qu'un poignard romantique, vous entrent lentement dans le cœur où ils arrachent du sang et de l'émotion. Cette blessure est moins dangereuse et moins cruelle que celle que font les yeux contents, les yeux innocents, les yeux inconscients, les yeux qui répandent l'amour, les yeux qui sont des violettes et qui en dispersent le parfum tout autour de soi, les yeux qui attirent les âmes, comme les fleurs de lin attirent les abeilles. Les yeux butinent les âmes en butinant les yeux, car c'est par là que les âmes se penchent à la fenêtre et attirent les yeux et les engluent dans le miel de l'amour. Et je n'ai pas dit le monde de la bouche et toutes ses sensualités. La bouche est la bouche avec ses lèvres, ses dents et sa langue, mais les lèvres sont presque toute la bouche. Elles sont la bouche que l'on voit, la bouche qui tente la bouche quand on a soif d'amour.
Les bouches sont chastes ou ne sont pas chastes, selon l'endroit où elles se posent, et elles se posent partout, comme les oiseaux, sur toute branche haute et sur toute branche basse, parmi les graines et parmi les fruits. Toute chair leur est savoureuse dans l'être qu'elles aiment. Les bouches sont un plaisir, les bouches sont créatrices de plaisir. Je ne ferai pas la litanie des sensualités de la bouche, elle est trop longue et elle est trop secrète. Les bouches refusent la divulgation de leur joie. Elles les gardent en leurs plis et les reboivent dans l'ombre. Les baisers sont une chose d'ombre, mais ils éclairent la nuit comme les étoiles. Dès les premières pages de Physique de l'amour, il parle de Darwin en disant, voilà, il est venu, il a inauguré une méthode utile, mais ses vues sont trop systématiques, son but trop explicatif, son échelle des êtres avec l'homme en haut, somme de l'effort universel d'une simplicité trop théologique. L'homme n'est pas au sommet de la nature, il est dans la nature, l'une des unités de la vie et rien de plus. Il est le produit d'une évolution partielle et non le produit de l'évolution totale. La branche où il fleurit part, ainsi que des milliers d'autres branches, d'un tronc commun. D'ailleurs, Darwin, soumis à la pudibonderie religieuse de sa race, a presque entièrement négligé l'effet sexuel strict, et cela rend incompréhensible sa théorie de la sélection sexuelle comme principe de changement. Il a déjà tout dit. Et quand il étudie les mœurs des insectes, des oiseaux, des mammifères, il est évident qu'il place et il remet à sa juste place l'homme, cette vacherie verticale dont parlera Céline des années après, dans cette cosmologie. Et ça, je crois qu'il faut rendre justice à Rémy de Gourmont, car Rostand fera pas mieux. Et ce livre publié en 1905, il me semble, passé quasiment inaperçu, rejeté par la critique, haï et montré à l'index par ses contemporains. Croyez-moi, la lecture en 1988 est encore d'une formidable actualité et d'une étonnante modernité. C'est une singulière morale que celle qui fait voir dans le plaisir une diminution de soi-même. Des hommes en sont venus à éprouver une sorte de honte de la joie qu'ils ont tirée de leur sens secret. Et ce n'est pas de l'hypocrisie. Ils sont sincères. Leur honte est véritable. Les plus libres l'éprouvent ou l'ont éprouvée, sinon devant eux-mêmes, devant leurs frères. À quelle profondeur les obscures puissances du christianisme n'ont-elles pas ravagé notre conscience naturelle? On éprouve je ne sais quelle fierté à se sentir capable des plaisirs des yeux, des plaisirs de l'oreille, des plaisirs même de la bouche, mais il est tenu pour cynique celui qui s'avoue capable ou coupable d'autres jouissances. Elles passent en effet pour grossières. Elles s'exercent, disent-ils, avec le corps et avec les parties du corps les moins honorables, comme s'il y avait autre part que dans la coutume une hiérarchie de bienséance sensuelle, comme si les yeux ou les oreilles n'étaient des organes matériels. D'ailleurs, le plaisir sexuel ne fait-il point retentir ses sens supérieurs et crus particulièrement spirituels, et ne les confond-il point en un seul d'une magnifique amplitude? Que seraient les joies de l'amour sans la vue, sans l'odorat, sans l'ouïe, sans le goût, sans l'esprit et le sentiment, sans l'intelligence? Et comment peut-on les comprendre, réduites à l'exercice du seul sens génésique? La volupté naît de l'accord de tous les sens, unis sous la maîtrise d'un sens suprême qui les mène tous au même but dans un concert harmonique. Et il n'y a que la volupté qui puisse réaliser une telle union.
ce qui permettrait, en dehors de toute expérience, de prédire sa supériorité nécessaire sur tout autre exercice sensuel ou sensoriel, ce qui est tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui est démontré dans Physique de l'amour? Tout simplement, il disait, le but de la vie est le maintien de la vie. C'est le principe fondamental. Le caractère inéluctable de l'acte sexuel est ainsi posé en principe, et Gourmont s'attache à en analyser tous les aspects avec beaucoup de brio, avec beaucoup de qualité, mais aussi une science étonnante des infinies particularités qu'il traite de l'échelle des sexes, du féminisme, de la physiologie, de l'amour, de l'hermaphrodisme, de la fécondation artificielle, et oui, déjà, du cannibalisme sexuel, de la polygamie, des aberrations de l'accord et du désaccord entre les organes et les actes. Il manifeste dans tous les domaines non seulement un souci minutieux de l'information scientifique, c'est quand même très étonnant pour un littéraire, et ne serait-ce même que teinté de philosophie. Il entrechoque les idées pour en faire jaillir les lumières nouvelles, et c'est en cela que le bouquin est d'une formidable modernité. Oui. Alors, il y a une anecdote qui est assez significative. Après ce mal qui le défigurait et qui éloignait de lui-même les prostituées, Rémy de Gourmont était un peu chassé d'un certain nombre de lieux publics, de restaurants où il y avait beaucoup de gens qui passaient. Et pour voir ses amis, parce que c'était un grand homme de café, lui il adorait ces conversations autour d'une bière ou d'une absinthe, il avait trouvé un café tout à fait obscur où peu de gens venaient. Et ce café, il existe toujours, mais il a eu une autre fortune. Je crois que c'était le café de Flore. On trouve cette anecdote dans le journal de Léoto. Vous savez que Léoto a fréquenté... il n'était pas très gentil d'ailleurs. Enfin, Léoto était un petit peu caustique, mais il égratignait, mais il reconnaissait quand même beaucoup de qualités à cet homme qu'il considérait, il l'écrit lui-même dans son journal, comme un monstre. Il l'était d'ailleurs. Effectivement, il était hideux, repoussant, quoi. Alors effectivement, on retrouve cette anecdote du café de Flore, parce qu'il allait devenir le café de Flore, parce qu'il ne s'appelait pas le café de Flore à l'époque. Il y avait une fois un gentilhomme qui se remaria avec une femme du plus mauvais cœur qu'il fût possible de voir. Il en eut une fille qui ressemblait à sa mère, et toutes deux bientôt tyrannisèrent la maison, car ce gentilhomme les aimait, leur passait toute leur volonté. La fille surtout en profitait pour faire 1000 misères à sa sœur du premier lit, dont l'aînesse lui semblait un vol sur ses droits d'enfant gâté. L'une s'appelait Marcelle, et l'autre Marceline. La méchante Marcelle haïssait sa sœur, mais la bonne Marceline le lui rendait bien. Cependant, comme son père, par pure bonté d'âme, et pour avoir la paix dans le ménage, prenait toujours le parti de Marcelle, Marceline apprit à souffrir. Marcelle était jolie comme un bouquet de roses. Instruite au sourire par les sourires penchés sur son berceau et sur ses jeux, elle savait rayonner à propos, et chacun la tenait pour la plus aimable personne. Grande, bien prise et faite autour, elle avait une peau blanche et fine, des yeux bleus, des lèvres fraîches et une longue chevelure blonde. Marceline était laide, petite, noire de teint et de cheveux. À la vérité, elle avait des yeux très vifs, mais d'une couleur sombre et sans aucune expression tendre. On la prenait pour la gouvernante de sa sœur, et quelquefois pour sa femme de chambre, car, et bien qu'on ne fût pas assez cruel pour lui refuser de la toilette, elle affectait un goût pour les vêtements simples. Marcel avait déjà refusé plus d'un parti, parmi les plus avantageux, lorsqu'un jeune seigneur nommé Lélian toucha son cœur par ses bonnes manières, son titre, qui était celui de marquis, et sa fortune. Le jour du mariage fut fixé, Lélian fit sa cour d'une manière fort galante, et l'on ne s'occupa plus que des fêtes qui devaient marquer un si grand jour. Marceline se garda bien de montrer aucun dépit de ce que la cadette se mariait avant elle. On la vit au contraire aimable comme jamais. Elle reçut avec une bonne grâce inaccoutumée le jeune marquis destiné à sa sœur. Tout le monde lui sut gré de cet effort, et on commença de la trouver moins laide et moins déplaisante. Au milieu de sa joie même, Marcel gardait toujours cet air hautain qui sied à une fille bien née. Lélian ressentait pour elle plus d'admiration que d'amour.
et il n'était pas fâché de causer un peu avec Marceline. La petite, ainsi qu'on la nommait dédaigneusement, lui parut bientôt plus intelligente et plus gracieuse que sa sœur. Elle parlait de tout avec esprit, sa bonne humeur ne se froissait d'aucune taquinerie, et quand elle était, par hasard, seule avec Lilian, une flamme étrange, d'un charme presque mystérieux, éclatait dans ses yeux obscurs. À force de les regarder, Lilian découvrit que ses yeux d'un brun noir avaient une gamme d'expressions parfaitement nuancées. Il parlait. Dès lors, et dans les moments qu'il ne consacrait pas à Marcel, il s'ingénia à épeler le langage des yeux de Marceline. Il y songeait autant qu'un homme à la veille de se marier peut songer à des yeux qui ne sont pas ceux qui l'épousent, lorsque Marceline, subitement souffrante, garda pendant 3 jours la chambre. Ce hasard fut décisif. Les yeux noirs reprirent leur langage, et si clairement qu'il fallut les comprendre. C'était le jour même du mariage, le matin. Tout à fait guérie, mais pâle encore un peu, Marceline errait dans le jardin, agaçant çà et là les fleurs d'une chiquenaude sans en cueillir une seule. Lilian, de son côté, se promenait pour duper son impatience. Ils se rencontrèrent. Que se passa-t-il entre eux pendant qu'ils allaient par les allées, silencieux et lents? Que disaient-ils par les allées? Lilian entendit sans étonnement ces paroles de Marceline, qui les jeta comme une flèche en le quittant soudain. « Surtout, ne vous trompez pas de porte ce soir. Nous sommes voisines, ma sœur et moi. » Au retour de l'église, il y eut un grand repas qui se prolongea vers la soirée, et ensuite des danses et des jeux dans les salons illuminés, puis un souper magnifiquement servi, puis de nouvelles danses et de nouveaux jeux. Les paysans, sous une tente dressée exprès, prirent part aux réjouissances. Ils chantaient des chansons, tiraient des coups de fusil, dansaient, s'embrassaient, buvaient à la mariée. Au milieu de la plus grande animation du bal, Marcel disparut sans que personne y prît garde, si ce n'est les hommes entre eux et les femmes derrière leur éventail. Quelques jeunes filles rougirent. D'autres, méditatives, suivaient des yeux la fuyante traîne de soie blanche. La toilette de la mariée, son attitude, les moindres paroles qu'elle avait prononcées depuis le sacrement, d'une voix bien distraite, ses larmes, ses sourires, ses baisers, tout cela fut passé en revue. Les vieilles femmes, craignant le ridicule, dissimulaient l'émotion des lointains souvenirs. Les jeunes cherchaient dans la foule les regards de leurs maris. Lilian monta d'un pas ferme et rapide. Il vit les 2 portes voisines. L'une était fermée, l'autre était entr'ouverte. Il la poussa et entra. Sans bruit et avec une diabolique adresse, Marceline tourna la clé et poussa le verrou. Au matin, et comme cela avait été convenu, avant le lever de la maison, Lilian amena Marcel. Un carrosse les attendait, attelé en poste. Après le voyage de noces qui fut court, pour la bien naturelle impatience des nouveaux mariés à s'installer chez eux, ils habitèrent le château de Lilian. Comme les 2 domaines se touchaient, pour ainsi dire, Marcel put retrouver quelque bonheur près de ses parents et de sa sœur, qu'elle avait cessé de haïr. Le malheur amollit certaines fiertés, et Marcel, qui se promettait des joies sans nombre, s'était trouvé, comme il arrive, la plus infortunée femme du monde. Instruite par l'expérience, Marceline refusa de se marier. Quand on lui parle du misérable état de vieille fille, elle sourit et demande « Voyons, êtes-vous certain que je sois une vieille fille ?» Alors il faut bien convenir qu'une sorte de beauté s'est épanouie en la noire Marceline, et qu'elle est devenue presque laide, la blanche Marcel. Je crois que Marceline était fée, mais cela n'est pas bien sûr.
C'est dans l'été de l'année 1910 que Rémy de Gourmont rencontre Nathalie Clifford Barnet. Comme le dit Jean Chalon, elle a 34 ans, il en a 52. Elle est américaine, il est français, elle est riche, il ne l'est pas. Elle est belle, il est laid. Elle a de l'esprit, il en a aussi. Elle aime les femmes, il les aime également. Et c'est là une liaison singulière qui va les transformer l'un et l'autre. Là, Rémy de Gourmont va mettre en pleine lumière cette image de l'amour qu'il habite confusément depuis son enfance. Ainsi naissent les Lettres à l'Amazone, qui est sans doute un des témoignages majeurs de la sensibilité du XXe siècle commençant. Un roman en forme de monologue, où un cœur humain trouve sa demeure définitive à travers la rêverie et l'écriture. Et c'est cette jeune femme qui va permettre à Rémy de Gourmont de lire au fond de son âme, car respirer l'âme, c'est respirer le corps sous sa forme la plus pure et la plus assimilable. Ces Lettres à l'Amazone n'ont rien perdu de la chaleur native qui les caractérisait, comme nous l'indique ici Diane de Margerie. Je trouve que c'est un livre d'une liberté absolue. D'abord la formule, qui est un ensemble de lettres envoyées, soi-disant, à Nathalie Clifford Barnet, femme tout à fait remarquable appelée l'Amazone, qui a vécu de 1876 à 1972. Et bien sûr, elles ont été envoyées à Nathalie Clifford Barnet, ces très belles lettres. Mais elles ont été écrites surtout en soi, comme des textes un peu sur tout, sur l'amour, la vie, la mort, le désir, la difficulté de communiquer, par Rémy de Gourmont à la fin de sa vie, alors qu'au fond, il aurait voulu écrire peut-être à ce moment-là des mémoires, mais il a trouvé cette formule infiniment plus agréable, plus vivante. Ces Lettres à l'Amazone qui ont été publiées régulièrement dans le Mercure de France sont doublées d'une autre correspondance, Lettres intimes à l'Amazone, qui prouve à quel point ces deux esprits se rencontraient dans l'espace insaisissable de la pensée. Dans un certain sens, on pourrait dire que l'amour a été la grande affaire et de la vie et de l'œuvre de Rémy de Gourmont, et que ces lettres, aussi bien les Lettres à l'Amazone que les Lettres intimes à l'Amazone, représentent le témoignage ultime de Gourmont sur ce territoire amoureux. Nathalie Clifford Barnet, qui était elle très belle, très jeune et dans tout l'état capricieux d'une femme qui se sait aimée et adulée de tous, a néanmoins compris ce qu'elle avait là déclenché, si bien qu'elle a fait graver sur sa tombe Nathalie Clifford Barnet, écrivain, elle fut l'Amazone de Rémy de Gourmont, et puis, entre guillemets, je suis cet être légendaire où je revis. Ce sont vraiment des textes sur l'amour où une femme revit, où toutes les femmes revivent. Alors, Rémy de Gourmont a eu la passion du corps et de la conjonction des corps. Et dans cette correspondance avec Nathalie, on a l'impression qu'il cherche comment, au-delà des corps, une conjonction qui ait la même richesse, la même profusion, la même présence quasi physique peut s'exprimer comme au-delà du corps. Oui, d'ailleurs, il est même très franc sur ce projet, parce que dans une de ses plus belles lettres, qui s'appelle « Le désir », il écrit « Le désir de coucher avec une femme parce qu'elle est jolie n'est pas le grand désir, qui s'oppose même à la fonction et qui voudrait plutôt violenter la nature que la servir. Le désir vrai ne fait son apparition dans l'être humain que passé l'âge de la grande fougue sensuelle, inconsciente et mécanique. Au fond, pour lui, je pense que le désir vrai se confond presque avec une quête de l'impossible, mais comme je disais, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a le possible ici. Il disait que le désir de l'impossible sculpte la fidélité. Dans cette lettre très belle aussi qui s'appelle « Une et toute », parce que Nathalie était pour lui une et toute, eh bien ce qui est très étonnant, c'est qu'il donne parfaitement
librement expression à son âme féminine, comme Michelet l'a fait parfois, comme Villiers de l'Isle-Adam, enfin comme tous les écrivains qu'on aime, comme John Cowper Powys aussi, bien sûr. Elle était dorée sous ses voiles palmons bleus, tel qu'un stuc florentin. Comme je m'en étonnais, c'est que je suis un trésor. Je répondis, raison bien élémentaire. Elle dit encore, c'est que je suis élémentaire. Qui es-tu? Je suis celle que tu vois. Veux-tu que je t'aime? Je le veux bien. Elle arrêta par un strident rire mon geste humble et amoureux de baiser ses pieds dorés. Je cherchais inquiet les yeux de la Vierge en or, mais je vis bien de l'or. Je ne vis pas les yeux. Elle dit souriante, et c'est? Oui, je frôlerai d'un peu de ma chair, cette chair d'ostensoir. Oh que je le désire, laisse-moi faire. Ma tête s'inclina vers les pieds dorés, et aussitôt, tout disparut. Là, mon cher, chuchotait la voix du lointain. Te l'avais-je dit? D'or, de marbre, de chair, je m'évanouis à l'épreuve d'un contact. Je suis l'intouchable, c'est-à-dire la femme. Il lui dit qu'elle est un être singulier dans sa quête. Il lui dit « Je ne vous confonds avec rien, Amazone, pas même avec les Amazones dont je vous ai tiré en vous nommant ainsi. » C'est merveilleux. Il dit aussi que grâce à cette figure féminine, il est coupé d'une fonction horrible qui est celle de l'oubli. Il dit « L'oubli est un meurtre. Hélas, l'homme le plus doux traverse la vie, le poignard à la main. » Et grâce à Nathalie Clifford Barnett, je crois qu'il a été mis en contact avec toutes les sources très fertiles de son œuvre, avec justement tout ce que peut donner la rencontre de deux amours, d'une amitié amoureuse, parce que ce que l'on verra dans la deuxième partie de l'ouvrage, ce sont leurs rencontres, et combien elles étaient vraiment attendues par l'un et par l'autre, des rencontres charnellement mentales. Il a aussi touché à une chose très importante, qui est l'androgynie, étant donné que précisément il aimait toute cette littérature de Villiers de l'Isle-Adam, par exemple, un des plus beaux livres de Villiers, Isis, montre bien ce caractère double de la femme, et je pense qu'elle a incarné pour lui cette richesse de l'androgynie, parce que Gourmont, au fond, ne pouvait supporter que l'on soit figé dans un état fixe. Il disait « Nous ne pouvons supporter aucun état définitif, même celui qui réside dans la plénitude de nos désirs. » C'est vraiment l'homme qui aimait les métamorphoses. Alors furent jugés ceux qui avaient reçu le don de l'intelligence et ceux qui avaient simulé l'intelligence. Pendant que les invocateurs de Satan
tombaient comme des balles de plomb dans l'excrémentiel marécage de leur propre crédulité, ils s'avancèrent donc sous la garde des anges indifférents, les favoris de la parole. Et parmi eux marchait un humble. Ils furent tous jugés selon leurs œuvres, et leurs œuvres étaient si mauvaises que chaque démon reçut son bouc. « Et toi, humble ?» demanda notre Seigneur Jésus-Christ. « Que m'apportes-tu » ? « Hélas, rien, Seigneur. Je n'ai pas œuvré, je n'ai pas écrit. Clos dans un rêve d'amour, j'ai prié. Ô Seigneur, que je ne sois pas jugé selon mon néant, mais selon votre miséricorde. Vous m'aviez donné l'intelligence, le Verbe murmurait en moi, et je n'ai pas fait fructifier mon intelligence, et j'ai fermé l'oreille au murmure sacré du Verbe éternel. Le chant de votre gloire est resté stérile sous mon inerte charrue. J'avais pour mission d'évoquer sur la terre nue la splendeur des moissons et la grâce des herbes. La splendeur et la grâce sont demeurées enfouies dans le sol confié à mon génie. Et pendant que les bœufs, couchés sous le joug inutile, dormaient, piqués des mouches à la chaleur du jour, et pendant que le soleil illuminait la glèbe et lui donnait l'essence de la fertilité, ah, Seigneur, qu'allez-vous dire? Retiré à l'ombre, à genoux et les yeux fermés, les mains jointes, je priais. « Viens, répondit notre Seigneur, viens, unique agneau qui me ressemble, enfant de mon amour, fils de celle qui me fit homme, ami de mon Père, agneau comme moi et innocent, viens, que je sois ton frère, et Dieu te baise au front. Tu compris, toi, en la pureté de ton âme, ce que je demandais à ton génie, et la vanité de l'œuvre, et la méchanceté du travail. Tu sus, laissant au triste l'âpreté des sueurs sous le soleil, gagner l'ombre divine que je suis, et te réjouir sous mes feuilles, agneau avide de la fraîcheur répandue par l'arbre de vie. Tu avais reçu l'intelligence, homme, tu multiplias le don premier. Je te donnai un cerveau, tu t'en fis 3, un sur les épaules et un à chaque genou. Tu priais, ami. C'était l'œuvre que je t'avais dévolue. Ah, poète vrai et sûr qui ne fut pas, comme d'autres, l'entremetteuse de l'idéal, qui ne fit pas le trottoir dans l'irréel, qui ne fut pas la putain du symbole, tu le gardas donc pur de toute commiction, ton génie, et les sots ne burent pas à ta cruche. Fontaine scellée, l'eau qui dormait en toi s'est gelée selon le cristal des 12 pierres, et tu contrecelleras, à côté de la pierre angulaire, la porte désormais close de l'éternel Jérusalem. Et cela, parce que tu as compris que le génie ne doit travailler que pour Dieu seul. Et te voilà innocent de la fornication de l'esprit. Te voilà chargé de plus de chefs-d'œuvre et de plus de monde que mon amour n'en avait conçu. Entre, et sois la joie des inconsolables. La prière a tué l'orgueil.
1912. C'est bien vous qui êtes là et qui me veillez et qui m'éclairez. C'est encore cela qui me plaît dans cette lampe, agréable de ton et de forme, c'est de la tenir de vous, et que je puisse y attacher l'idée de votre personne. Cher vrai ami, je vous aime. Je ne tiens pas beaucoup à ma vie, mais je tiens beaucoup à vous qui en êtes le soleil. Mon ami, je vous vois comme mon dernier bonheur et la récompense de toute ma vie. Vous en êtes le principe et votre existence seule me la ferait supporter. Tout ce que vous me donnerez par surcroît est une pure bénédiction devant laquelle je me mets à genoux. 1914. Vous m'avez donné, depuis que je vous connais, beaucoup plus que je n'espérais. Je n'espérais même rien, et je ne voulais plus rien de la vie. Vous êtes venu, et vous m'avez ressuscité. Je vis, je vous ai aimé, je vous aime. Je vous dois cela. Je vous dois tout, douce amie. Forever. 1915. Jamais je n'ai été aussi heureux et jamais peut-être je n'ai autant souffert d'être un malade pour longtemps sans force et qui ne les retrouvera peut-être que bien diminué, bien fragile. Là-dessus aussi il faudra me consoler. Voici des fleurs, voici des fruits. Je ne puis pas dire cela, moi il me semble que je viens à vous les mains vides. Quelle peine au milieu de ma joie. Pourtant, il y a quelque chose que je puis vous offrir, douce amie. C'est l'amour accumulé jour par jour dans mon cœur. C'était une vie, une œuvre. Rémy de Gourmont, une émission de Claude Métras avec Jean-Claude Simoën et Diane de Margerie. Les textes étaient lus par Jacqueline Taos, Monique Bell et François Marié. Prise de son et mixage, Simone Ronget, Monique Pratt et Claude Jubier. Assistante Maryvonne Noël. Réalisation Arlette Dave. Actuellement en librairie, Rémy de Gourmont, Lettres à l'Amazone, suivi de Lettres intimes à l'Amazone, publié au Mercure de France par Jean Chalon. Lettres d'un satyre aux éditions d'Aujourd'hui, collection Les Introuvables. Et 3 volumes publiés avec de remarquables introductions par Hubert Juin à 10-18 aux éditions Bourgois, Histoire magique et autres récits, Sixtine, roman de la vie cérébrale, et la culture des idées.